Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons vous livrer une émission spéciale Sommet de l'action de New York sur le climat, les conclusions très décevantes des États. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Un arbre coupé, 5 de plantés. C'est le plan d'aménagement des forêts du Congo. Félicitations à son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Pasi ekoti mokili mobimba mpona réchauffement climatique, mopepe mabe ezopebisa sante mpe bomoi ya bato. Exe ya réchauffement climatique yango nde koprovoke bavolcan molunga na bandako tolembi mipepe misiliki mabele maningani. Changement climatique ekomi etuma na mokili mobimba, totika kokata banzete na samba, tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana makoko na biso. Les certifications des forêts congolaises, la conservation des forêts, le respect du plan d'aménagement. Changement climatique ekomi etuma na mokili mobimba, totika kokata banzete na samba, tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana makoko na biso. Topesa mosolo mpona kolona banzete oyo ekobikisa basamba na biso, totika kotumba basamba na biso be milinga esali poizo ya mokili. Poto ezipi bipai biso, erosion ekomi bisika nyonso, bandako na bapon bikwei na baravin, banzela ebebi mbotala lokola bibale ezali koyoma ye, lokola zamba mpe biso be bizali kopela. Tolakisa nzela na Amazonie kuna na Amerika latine, na Borneo kuna na Asia, bakengela basamba na bango. yawe jova kitatala ndenge mokili mobongwani, tolembi ye batoro mpe bamoi nyonso efe ya réchauffement climatique. Changement climatique ekomi etuma na mokili mobimba, totika kokata banzete na samba, tokengela nde basamba tolona banzete mpona bolamu na biso na bana makoko na biso. Le sommet de New York sur le climat tenu en septembre dernier a accouché d'une souris. Toute l'humanité le sait. Les changements climatiques sont des enjeux les plus importants de notre époque et le moment est venu d'agir. Il est encore temps de s'y attaquer et tout le secteur de la société devront produire un effort sans précédent. Lors de ce sommet, les parties ont examiné plusieurs questions, parmi lesquelles la question de l'Amazonie, la question du relèvement des défis qui se posent sur le climat, la question de la coopération politique internationale afin d'inciter de vastes mouvements de soutien au cœur de l'économie réelle. Le choix de la tenue de ce sommet en terre américaine s'explique par le fait que les États membres des Nations Unies veulent à tout prix prouver aux climato-sceptiques américains que les changements climatiques sont bien réels. Rappelons qu'une soixantaine de dirigeants mondiaux avaient pris part à ce sommet de l'action sur le climat.
La République du Congo a été représentée par son premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mwamba, qui était accompagné de plusieurs autres ministres du Congo. Au menu des discussions des chefs d'État et de gouvernement à ce sommet, il y avait la lancinante question de revigorer le chancelant accord de Paris sur le climat de 2015, alors que jamais l'humanité n'a rejeté dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a ainsi appelé les pays à modifier leur comportement sur plusieurs points. Il a souhaité que les dirigeants baissent leurs émissions de carbone de 45% d'ici à 2030 et qu'aucune centrale de charbon ne voit le jour après 2020. Pour le secrétaire général des Nations Unies, toutes les subventions pour les énergies fossiles doivent être coupées. C'est une première pour un secrétaire général de l'ONU de prendre de telles décisions. Reste à savoir si les États appliqueront cette décision. De l'autre côté, les organisations non gouvernementales attendent les gouvernements au tournant. what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Des écoliers du Pacifique et d'Australie ont lancé une semaine de manifestations mondiales pour appeler à l'action climatique. De Sydney à Séoul jusqu'à Sao Paulo, des élèves vont boycotter les salles de classe pour participer à cette très symbolique grève de l'école pour le climat. Ce devrait être l'un des appels à la mobilisation les plus massifs jamais organisés. Jusqu'au 27 septembre, sur toute la planète, plus de 5000 événements sont prévus. Déjà jeudi, des jeunes ont manifesté à la tribune du Parlement suisse avec cette banderole. C'est le compte à rebours final, il reste 16 mois, sur un vieillard connu du groupe Europe. Mardi, des militants du climat ont célébré les funérailles de Notre Terre au début de la semaine de la mode de Londres. Certains ont demandé l'annulation de l'événement, arguant qu'il n'y a pas de mode sur une planète morte. La capitale britannique est l'un des épicentres de cette grève mondiale ce vendredi. Nous avons donc une procession funèbre qui commence à Trafalgar Square et se termine au siège de la Fashion Week de Londres. Pourquoi ? Parce que nous faisons face à une urgence absolue et que nous avons tous besoin d'espace pour faire notre deuil collectivement. Et nous pleurerons la planète, la nature, les animaux et les gens qui ont souffert et qui continueront de souffrir, et les vies qui seront perdues à cause de cette crise. En Allemagne, Angela Merkel vient d'annoncer un nouveau plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aller vers une économie plus verte. Le week-end dernier, les activistes avaient bloqué le salon de Francfort. Dans un pays aussi fier de son industrie automobile, cette manifestation était significative. Nous devons abandonner les transports individuels au profit des transports publics. Nous devons nous éloigner de ce plus grand, plus rapide, plus loin, plus pour le bien public. Nous vivons juste à l'extérieur de la ville et ça marche plutôt bien pour aller en ville sans voiture, même à 10 km de là. Avec la navette, cela fonctionne. Tout est une question de réajustement. Ça fait du bien, ça coûte beaucoup moins cher et ça vous permet de rester mince. La militante écologiste qui a donné un grand coup de pouce à la coordination de ce mouvement au niveau mondial, Greta Thunberg, continue de son côté de recueillir des soutiens. L'un des derniers à la suivre est l'ancien président des États-Unis, Barack Obama.
Nous devons faire quelque chose. Ce que je vois, c'est des responsables politiques dans notre pays qui ne font rien pour le climat. Je suis venue pour dire que ça suffit. Nous ne sommes pas allés à l'école, nous avons laissé notre éducation pour venir ici, rappeler que l'école n'a aucune importance si nous ne pouvons plus survivre. L'accord de Paris sur le climat prévoit que chaque pays signataire présente de nouveaux plans de réduction de gaz à effet de serre tous les 5 ans. Cependant, certains grands pays pollueurs refusent de s'adapter à cette décision en faveur du climat. L'Organisation mondiale de la météorologie a ciblé quelques pays qui refusent de s'adapter à cette donne. Il s'agit des États-Unis d'Amérique, du Brésil et de la Chine. Nous avons battu des records de température. En juillet dernier, c'était le mois le plus chaud jamais enregistré depuis 1850. Et en juin dernier, le mois le plus chaud que nous ayons connu depuis 1850. Et jusqu'à présent, nous avons observé un réchauffement de 1,1 degré. Si les émissions du CO2 ne sont pas réduites, la température globale de la planète pourrait atteindre 3,2 degrés Celsius d'ici à 2100, avec des conséquences catastrophiques directes et indirectes comme la sécheresse, l'augmentation du niveau de la mer, les tsunamis, les tempêtes et autres ouragans. Cette année encore, le monde a enregistré plusieurs catastrophes de ce genre comme l'ouragan Dorian, le plus puissant jamais observé dans l'Atlantique qui a dévasté les Bahamas, pays situé au nord de la mer des Caraïbes. L'urgence est là. Les changements climatiques sont véritablement une réalité et non une utopie. Si les États ne mettent pas en application des recommandations de l'accord de Paris sur le climat, le monde entier sera en péril. C'est fort, quoi, c'est énorme. Les toilettes, avec la pression, elles explosent, le toit se décroche, les tôles partent, c'est la panique, quoi. Une tôle à 250 km/h, c'est une lame de rasoir. Un coco sec, c'est un boulet de canon. Une pierre à 300 km/h, c'est une balle de fusil. C'était comme un film d'horreur, comme une scène d'apocalypse où toutes les voitures fuient vers le nord pour s'échapper. Conscience de la force de l'ouragan qui s'apprête à nous toucher à ce moment-là. Personne. Irma est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire. Et là, on a un phénomène complètement exceptionnel. Donc vous imaginez le niveau d'inquiétude qu'il peut y avoir. Nous pouvons sauver des vies en comprenant la trajectoire de l'ouragan. En travaillant de concert avec les services d'urgence, on peut alors donner les bons ordres d'évacuation. C'est une responsabilité majeure. Il faut que nos prédictions soient aussi justes que possible parce que des vies en dépendent. Ces informations sont capitales pour les populations et leur comportement face à l'approche de l'ouragan. Les vagues se brisent sur la côte, nos maisons sont éclaboussées par la mer. Les vents hurlent comme jamais auparavant. Les certifications des forêts congolaises, la conservation des forêts, le respect du plan d'aménagement. Changement climatique, économie
Malgré toutes ces catastrophes et malgré de nombreuses réunions qui s'organisent partout dans le monde sur le climat, les choses ne semblent pas bouger. La jeunesse du monde entier est montée au créneau pour interpeller les dirigeants de la planète quant à l'urgence climatique qui s'impose. Cette jeunesse a été représentée au sommet de l'action sur le climat de New York par la Suédoise Greta Thunberg, qui a fustigé l'inaction des dirigeants de la planète. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et la seule chose dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées qui vantent une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Le coup de gueule de cette jeune dame qui a parlé au nom de tous les jeunes engagés sur l'urgence climatique concernant les conclusions du sommet de New York sur le climat a interpellé la conscience de plusieurs chefs d'État, parmi lesquels Emmanuel Macron, président de la République française. D'abord, moi j'ai été très frappé de l'émotion tout à l'heure lorsque quelques-uns des jeunes se sont exprimés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques autres et nous avons dans beaucoup de nos pays, chaque semaine depuis des mois et des mois, nos jeunesses qui s'expriment. Et je crois qu'elles disent une urgence absolue à laquelle nous ne saurions répondre ici en disant tout va bien, regardez, on fait ce qu'il faut. Et cette urgence absolue nous dit une chose, vous n'allez pas assez vite. Même quand vous êtes conscient de ce qui ne va pas, vous n'allez pas assez vite. Elle nous dit aussi sans doute, vous ne nous associez pas suffisamment aux réponses que vous apportez. Et donc j'en prends aussi ma part et je l'entends. Et donc je crois qu'aucun responsable politique ne peut rester sourd à cette exigence de justice entre les générations. Et je crois aujourd'hui que collectivement, notre jeunesse, nos sociétés, nos entreprises, nos investisseurs, les chefs d'État et de gouvernement doivent réussir à reconstruire ce qui est une compréhension commune du monde, changer nos habitudes pour agir ensemble. Parce que sinon, nous risquons d'avoir un dialogue de sourds pour longtemps entre la dénonciation à laquelle aucune action au fond ne suffit à répondre et de l'autre côté des listes d'actions qui ne sont jamais suffisantes et on se dirait à nous-mêmes « Regardez, on a déjà bien travaillé ». Donc le seul moyen d'avoir des sommets utiles, d'agir utilement avec nos sociétés civiles, notre jeunesse, c'est aussi d'échanger sur ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, comment on essaie de transformer notre système collectif pour répondre à cet impératif de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, et comment ensemble on arrive à construire des actions utiles. On a besoin de nos jeunesses dans nos pays pour nous dire d'aller plus vite, on a besoin de cette jeunesse pour nous aider à changer les choses, à réparer, à agir, à mettre plus de pression sur celles et ceux qui ne veulent pas bouger, État, financeurs, entreprises. Dans ce cadre-là, ce que nous avons fait tous les trois, durant ces derniers mois et sous le mandat du secrétaire général des Nations Unies, c'est justement d'essayer d'avancer. Et je crois qu'il y a un agenda d'action qui n'est pas dans la satisfaction de lui-même ou dans le contentement, mais qui peut être un agenda d'action positif. D'abord, nous devons collectivement, chefs d'État et de gouvernement, changer la rapidité de nos réponses, rester dans l'accord de Paris et être pleinement en conformité avec ses objectifs. Premièrement, moi je me félicite aujourd'hui qu'on ait eu la bonne nouvelle de la ratification de l'accord de Paris par la Russie. Formidable nouvelle. Ce n'était pas attendu il y a quelques mois, ça montre que les choses progressent. Vous pouvez les applaudir. Deuxième chose, si on veut agir et aller fort, il faut aller vers la neutralité carbone 2050. On a bâti cette coalition qui ne cesse de grandir avec le ralliement du Chili, du Japon, de l'Italie au G7 de Biarritz, l'Inde qui a donné des signes très forts, je sais que la Chine est en train de bouger et c'est un élément essentiel. Dans ce cadre-là, l'Europe doit faire plus. Et donc, dès 2020, l'Europe doit prendre des décisions très claires pour pouvoir exaucer les vœux de la nouvelle présidente, Ursula von der Leyen, d'aller vers des réductions accrues de nos émissions à horizon 2030. Ce fameux moins 55% en 2030, il suppose que l'Europe prenne des décisions l'année prochaine, d'aller plus vite et plus fort sur un ETS ambitieux,
un prix du carbone minimum qu'on doit rehausser et un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. C'est indispensable si l'Europe veut être à la hauteur de ce qu'elle se doit à elle-même. Et dans ce cadre-là, la France prendra ses responsabilités. Nous avons d'ores et déjà arrêté toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur le sol français et les dernières centrales à charbon auront fermé leurs portes avant 2022. Maintenant, le deuxième élément de cet agenda positif, c'est pour moi d'avoir un agenda commercial qui soit au service de l'agenda climatique. On croit, je crois, en tout cas une très large majorité d'entre nous croyons à un monde ouvert, à un monde d'échange, à un monde où précisément on fait du commerce, ce qui est vecteur de paix, ce qui a permis de sortir beaucoup de nos concitoyens de la pauvreté. Néanmoins, aujourd'hui, force est de constater que notre jeunesse, parfois nous-mêmes, ne comprenons plus rien au fonctionnement de ce monde. On veut collectivement reprendre le contrôle, on veut retrouver à la fois de la souveraineté au niveau régional, du contrôle de ça et du sens. Et donc, on ne peut plus avoir un agenda commercial qui soit contraire à notre agenda climatique. Il nous faut, dans nos échanges, être cohérents. Je ne suis plus favorable à ce qu'il y ait aujourd'hui un renforcement ou de nouvelles ouvertures de négociations commerciales avec des pays qui sont en contradiction avec l'accord de Paris. Je pense que ce serait une hypocrisie profonde de tous les débats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui et les jours précédents. Le pays de l'Afrique centrale qui avait décidé à Brazzaville le 7 septembre dernier de parler d'une seule voix à ce sommet était quasi inexistant à New York. L'Union africaine, quant à elle, ne cesse de faire la pression à l'ONU pour trouver des solutions concernant le modèle de compensation quant aux conséquences climatiques que l'Afrique subit alors qu'elle ne met presque pas de gaz qui pollue l'atmosphère et que ce même continent contribue à l'atténuation des émissions de gaz carbonique grâce à ses forêts. Cette institution africaine, prenant la parole à ce sommet, a demandé à l'ONU de protéger les forêts tropicales du Gabon et de la RDC. En contrepartie, les grandes puissances de ce monde doivent dédommager les États pourvoyeurs des forêts. Ce qui a été fait à New York. Le Gabon a signé avec la Norvège un protocole d'accord au terme duquel il va recevoir chaque année 100 millions de dollars sur 10 ans pour préserver ses forêts. Ils vont nous payer parce qu'on n'a pas de forestiers et parce qu'on a mieux géré l'exploitation forestière et donc on a réduit les émissions liées à l'exploitation forestière. Mais pour moi, ce n'est pas le montant qui est important, c'est le principe. C'est que la Norvège, qui est leader dans ces questions de changement climatique au niveau mondial, valide le processus qu'on a mis en place au Gabon, valide la qualité de nos données et donc ouvre une porte, on espère, pour d'autres accords similaires, peut-être avec d'autres pays, peut-être avec les agences multilatérales, mais surtout avec le secteur privé. De son côté, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé en marge de ce sommet de New York en présentant les opportunités qu'offrent les forêts de son pays. S'étendant sur 250 millions d'hectares avec un stock de 70 milliards de tonnes de carbone et absorbant environ 750 millions de tonnes de CO2 par an, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. La forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte. Cependant, de nombreux signaux indiquent que l'Afrique centrale pourrait devenir le prochain front de déforestation massive, répétant l'histoire des deux autres grands bassins forestiers de l'Afrique de l'Ouest. La disparition de cet écosystème provoquerait une crise écologique sans précédent. Elle déstabiliserait l'ensemble du continent africain du fait d'une gigantesque perte de biodiversité, d'une désertification de la sous-région et de la montée considérable des pressions migratoires. À cet égard, nous demeurons préoccupés et mobilisés par la situation du lac Tchad et ses lourdes conséquences socio-économiques. L'adaptation aux effets du changement climatique
pour certains espaces de la région Afrique est intrinsèquement lié aux efforts entrepris pour les forêts. C'est pourquoi nous, chefs d'État de la sous-région, sommes hautement conscients que les actions que nous conduirons affecteront l'écosystème mondial. Sans être exhaustif et à titre illustratif, la République démocratique du Congo s'est engagée à stabiliser son couvert forestier à 63% du territoire et à réduire de 17% ses émissions de 2020 à 2030. Les conclusions auxquelles ce sommet a abouti ne sont pas appréciables par rapport à l'urgence climatique qui s'y impose. L'audace et l'ambition demandées par Antonio Guterres aux États ont donné l'impression d'un coup de pied dans l'eau. Le secrétaire général des Nations Unies est sorti de ce sommet déçu, a-t-on appris par sa presse. Les annonces faites par plusieurs coalitions du secteur privé, banques, gestionnaires de fonds multinationales, ne peuvent éclipser le fait que les États ont failli. Les nombreuses initiatives privées lancées lors du sommet de New York ne peuvent occulter la faillite des États à véritablement s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre sont restés vagues sur leurs intentions, puisqu'ils n'étaient pas présents. 66 pays, 10 régions, 102 villes et 93 entreprises ont adhéré à l'objectif de la neutralité de carbone d'ici 2050. Cette nouvelle, certes bonne, mais ces chiffres ne peuvent cacher le fait que les grands États émetteurs ne sont pas de la partie. Cependant, ces 66 pays sont seulement à l'origine de 6,9% des émissions selon le constat fait par le World Resources Institute, un centre de réflexion américain proche du Parti démocrate. 68 autres pays membres des Nations Unies ont promis revoir officiellement à la hausse leur plan climat d'ici 2020, l'année où se tiendra la 26e conférence des Nations Unies sur le climat au Royaume-Uni et où les 195 signataires de l'accord de Paris sont censés déposer leurs nouveaux engagements. Plusieurs pays émetteurs de gaz carbonique ont été absents à ce sommet de New York sur le climat. Paradoxalement, ces États étaient sur place à New York pour prendre part à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Quant aux États-Unis, pays hôte et deuxième émetteur mondial du CO2, n'ont non plus participé à ce sommet. Quel paradoxe! La Chine et l'Inde, grands producteurs de l'éolienne et du solaire, n'ont rien dit du tout à ce sommet, a regretté Laurence Tubian, l'une des négociatrices de l'accord de Paris. L'Union européenne, quant à elle, aimerait bien rehausser à 55% son objectif de réduction des émissions carbone, mais la Pologne serait en train de bloquer les négociations. En tout état de cause, 4 ans après l'accord de Paris sur le climat, nous constatons que les engagements pris par les États sont encore très vagues et loin d'atteindre les objectifs fixés. Le manque de volonté politique bloque le processus des avancées de lutte contre les changements climatiques au niveau mondial. Comme toujours, les États doivent agir. Notre climat, notre quotidien, aujourd'hui pour demain, tel est le slogan de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Ce slogan doit être vraiment appliqué, sinon la planète sera en péril.